Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir rapidement les correspondances qui peuvent exister entre la partie fonctionnelle, UML, base de données et le code C#. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un cahier des charges qui définit l'outil qui correspond à notre projet, dans ce cahier des charges nous avons des règles fonctionnelles. Chaque règle fonctionnelle contient un certain nombre d'entités, donc des ensembles cohérents qui correspondent à, par exemple, un comptable qui veut faire une facture. Donc, nous allons trouver l'entité comptable et nous allons trouver l'entité facture. Une entité est composée de propriétés. Donc, pour une facture, par exemple, la propriété, ça va être le numéro, ça va être sa date, le montant, etc. Ensuite, par rapport à la propriété, on va avoir ce qu'on appelle le type de propriété. Donc, suivant le type, on va trouver donc par exemple pour le numéro de facture, ça va être un type numérique. Pour le libellé de la facture, donc on va avoir un type chaîne de caractères, etc. Et ensuite, nous allons définir un certain nombre d'actions exécutées par chaque entité. Donc, il va y avoir par exemple un comptable qui fait une facture. Donc, le fait de faire une facture, ça correspond à une action. Et donc, voilà comment on définit la partie fonctionnelle. Maintenant, lorsqu'on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va décomposer la partie fonctionnelle et on va la schématiser, on fait ce qu'on appelle donc des schémas UML. Et au travers de ces schémas UML, les termes vont changer. Et on va retrouver en fait ce qu'on appelait entité au niveau de la partie fonctionnelle va s'appeler une classe, tout simplement. Donc, au niveau des propriétés de l'entité du point de vue fonctionnel, cela va correspondre à ce qu'on appelle un attribut de la classe. Et au niveau du type de propriété, on va avoir tout simplement le type d'attribut de la classe. Ensuite, les actions, du point de vue fonctionnel, vont se traduire par ce qu'on appelle des méthodes et éventuellement des fonctions. La différence qu'il y a entre méthode et fonction, c'est que une fonction va retourner un résultat, alors qu'une méthode va exécuter du code sans retourner de résultat. Maintenant, si on va au niveau de la base de données, la correspondance, c'est tout simplement que l'entité du point de vue fonctionnel qui est devenue la classe du point de vue schématisation va devenir ce qu'on appelle une table dans la base de données. Au niveau de la propriété fonctionnelle, qui est devenue donc l'attribut du point de vue UML, va devenir ce qu'on appelle un champ dans la table. Donc c'est un champ d'une table. Ensuite, le type de propriété qui est devenu le type d'attribut du point de vue UML va devenir ici, du point de vue de la base de données, un type de champ. Donc dans la base de données, nous allons créer des tables. Chaque table va être constituée de champs et chaque champ va avoir un type. Voilà. Et il faut savoir qu'au niveau de la base de données, il n'y a pas de notion d'action ni de méthode. C'est une structure simplement. Donc, qui va définir l'ensemble des tables de notre projet. Ensuite, lorsqu'on va arriver au niveau du code, donc le code va reprendre en quelque sorte la traduction de ce qui a été ici la partie fonctionnelle et la partie UML. Donc ici, ce qui correspondait à l'entité du point de vue fonctionnel va correspondre ici, du point de vue du code, à une classe. Donc on va définir un certain nombre de classes qui correspondent aux entités du cahier des charges. Les propriétés du point de vue fonctionnel va devenir des attributs dans le code. Et ensuite, la partie, donc le type de propriété du point de vue fonctionnel va correspondre à un type d'attribut du point de vue du code. Les actions du point de vue fonctionnel qui se traduisaient par des méthodes ou des fonctions du point de vue UML
vont se traduire du point de vue du code par également des méthodes et des fonctions si elles retournent un résultat. Alors, un exemple à cela, c'est que si on voit ici donc la partie fonctionnelle, la partie définition des classes et la partie base de données, on a ici donc les entités, les propriétés, les types de propriétés, les classes, les attributs et les types d'attributs. Et ici, on a la table, le champ et le type de champ. Si on prend un exemple, l'exemple d'un groupe, donc ici on va avoir une entité groupe. Le groupe va avoir deux propriétés, l'identifiant du groupe et le nom du groupe. Le type de ces propriétés, donc par rapport à l'identifiant, c'est du type numérique. Du point de vue du nom du groupe, c'est une chaîne de caractères. Donc maintenant, si on va au niveau de la définition des classes, on va avoir la classe groupe, qui correspondait à l'entité groupe. L'attribut, ça va être l'ID groupe, qui va définir l'identifiant du groupe. Et nous allons avoir l'attribut nom groupe, qui va correspondre au nom du groupe. Le type d'attribut, c'est ce qu'on appelle INT. On verra par la suite à quoi ça correspondra à tous les types de variables. Donc c'est un type INT tout simplement qui correspond donc à la partie fonctionnelle du numérique. Et ici, le nom de groupe, du fait que c'est du point de vue fonctionnel une chaîne de caractères, va se traduire par le fait d'être un type d'attribut string. Ensuite, au niveau de la base de données, nous allons avoir donc les tables constituées de champs et de types de champs. On va avoir la table T-group. Alors le T underscore group, le T là devant, c'est tout simplement une convention, de façon à ce qu'on reconnaisse tout simplement qu'une table, si elle commence par T underscore, c'est une table. Donc là, nous avons la table T-group, qui possède donc le champ ID group, qui correspondait à notre identifiant du groupe, au nom groupe, donc ça c'est un autre champ, et qui correspondait donc au nom du groupe. Le type de champ, ici il est numérique, et le type de champ du point de vue du nom du groupe est ce qu'on appelle varchar, et donc il y aura d'autres types au niveau de la base de données, mais voilà un peu un exemple. Donc ensuite au niveau des actions. Les actions du groupe peuvent être donc la création d'un groupe, la modification d'un groupe, la suppression et la recherche d'un groupe. Donc ça va se traduire du point de vue des classes par donc ce qu'on avait dit, c'est des méthodes. Les méthodes vont être tout simplement la création d'un groupe, la modification, la suppression et la recherche d'un groupe. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au niveau de la base de données, il n'y a pas de méthode ni d'action. Donc cela concerne uniquement la structure qui va recevoir l'ensemble des données. Donc voilà un peu une correspondance qui permet de comprendre un peu mieux la partie fonctionnelle, la partie classe et la partie base de données. Merci.